Marc, il y a une blessure que tu as relevée en fin de semaine. Tu n'as pas aimé, c'est celle de Taylor Ward ce dimanche qui a, disons-le, son visage a encaissé tout le coup de collision avec la clôture du champ gauche au stade des Astros de Houston. Un stade extrêmement capricieux. Comment le baseball majeur avait accepté ça? Je ne sais pas comment. On a-tu perdu un pari quelque part à un moment donné? Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, 4 semaines avant la fin de la saison régulière. Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Aujourd'hui au programme, on va s'arrêter sur la lutte dans l'Est de la Ligue américaine. Ça s'est resserré avec les Blue Jays toujours en tête. On va parler des joueurs qui ont changé d'équipe. Oui, même si la période de transaction est terminée. Les deux luttes dans l'Ouest et de la nationale et de la Ligue américaine. On va parler de sécurité aussi. Il est arrivé une blessure quand même importante à Taylor Ward dans le match de dimanche. Également, l'exploit de la semaine, les 4 circuits de Kyle Schwarber. Est-ce que c'est devenu plus commun qu'auparavant? On va en discuter. On va parler aussi de ce qui se passe à Cleveland avec les lanceurs Ortiz et Classé. Ils sont peut-être plus dans le trouble qu'on le pense. Et également une belle initiative à Pittsburgh pour commémorer un événement historique. Marc, les Blue Jays de Toronto, ça s'est resserré avec les Red Sox et les Yankees de New York. C'est une semaine à domicile où on aurait peut-être pu faire mieux, à mon sens. Ça a exposé un peu la relève là, des Blue Jays. Un peu pas mal. C'est pas mal ça. C'est là que ça s'est passé. Bonne série, alors que Bieber a bien lancé. Gausman, je veux dire, il y a eu des points positifs pour les Blue Jays, malgré tout, mais ça expose la relève. Il n'y a pas de doute là-dessus, Alain. Hoffman donne beaucoup trop de circuits. Tu sais, d'accorder des points, c'est une chose, mais la longue balle, ça fait mal en relève. On le sait, en courte relève. Tu sais, je regarde le talent qu'il y a, Alain. Tu sais, sur papier, là, un gars comme Varland devrait être pas mal meilleur qu'il est. Je pense que dans le cas de Little, on a trouvé des failles chez l'adversaire contre lui, alors qu'on s'élance à peu près plus, donc beaucoup trop de buts sur balle. On est dans une période creuse en relève. Ceci étant dit, on est tombé, là, à un moment donné, tout allait bien. Rappelle-toi le début de saison. Ce sont les releveurs qui tenaient les Blue Jays, alors que les partants se cherchaient un petit peu, puis là, la tendance a changé. Moi, je paniquerais pas tout de suite, Alain. Je paniquerais pas tout de suite au niveau de la relève. Je pense qu'encore le potentiel est là. Le mois d'août, c'est un mois qui est difficile pour et les lanceurs et les frappeurs, mais aussi les lanceurs. Il y a peut-être une petite nouvelle énergie qui reprend au mois de septembre. Tout ça pour dire que oui, ça expose les Blue Jays. S'il y a un aspect de leur jeu qui ne fonctionne pas super bien, comme leur attaque, par exemple, ou leur relève, deviennent un petit peu plus vulnérables. Alors, ce qui est vrai pour bien d'autres équipes aussi, tu vas me dire. Ceci étant dit, moi, je ne paniquerai pas. Je pense qu'une utilisation différente, peut-être des releveurs, changer un petit peu mal de place. Il y a quand même du talent derrière cette relève-là. Fait que, compte tenu du fait que les partants vont relativement bien, je pense qu'il n'y a pas lieu de paniquer encore. J'aimerais cependant voir un petit peu plus d'appui en attaque. Parfois, j'ai l'impression que Springer traîne tout le monde sur son dos, même si des gars comme Bichette continuent de bien fonctionner. Il y a 9 gars dans le rôle offensif, Alain. Je le sais que là, on en demande beaucoup aux gars qui doivent produire, mais ça en prend 9. Puis lorsque les Blue Jays vont bien, Alain, tout le monde participe un petit peu, là. On met des balles en jeu. On a échoué beaucoup dans le baseball de situation dans la série face aux Brewers de Milwaukee. Et lorsque tu affrontes une bonne équipe comme Milwaukee, ben ça aussi, tu vas être exposé là, à des problèmes si tu fais pas le travail en ce sens. Oui, Marc, à mon sens, effectivement, la relève, il y a le talent nécessaire pour revenir. Tu disais, Little, dans son cas, en début de saison, Marc, c'est 40% des élans qui étaient dans le vide face à sa balle à effet. On a diminué ça de moitié. Donc, tu comprends que maintenant, on a des informations là, sur Brandon Little. On est plus patient qu'on l'était auparavant. En ce qui concerne l'attaque,
écoute, tu te rappelles quand ça allait bien, je l'avais mentionné, tu ne peux pas soutenir le moindre au bâton de 375 pendant toute la saison avec des courants en position de marquer. Et puis, tu ne peux pas te fier à Miles Straw, à Ernie Clement pour gagner. Et c'est pareil pour toutes les équipes, Marc. Ce sont tes gros joueurs qui vont te faire gagner ou en tout cas qui vont te mener là où tu es supposé d'aller. Je regardais un peu le win probability added, je ne jure que par ça. Amen. Et effectivement, chez les Blue Jays, tes gros joueurs, ce sont les meilleurs. Guerrero, Springer, Bichette et Kirk, ce sont tes 4 premiers. C'est normal que ce soit ainsi. Si tu avais Ernie Clement au sommet, tu comprends? C'est comme ça qu'il faut que ça marche et c'est comme ça qu'il faut que ça continue. Je regardais, il y a des joueurs, Marc, qui sont négatifs. J'inclus Addison Barger dans le lot. Barger c'est presque une recrue pratiquement, le Barger, même s'il y a quand même plusieurs années professionnelles dans le corps. Il est en train c'est ça, c'est tes vétérans, gros cogneurs, à qui tu es supposé d'en demander. Puis normalement, c'est à Santander aussi, qui serait supposé de s'ajouter. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû. Mais si tes gros gars te soutiennent, pour les Blue Jays, on va être capable de résister. Mais de te fier aux acteurs secondaires pour te mener jusqu'au bout, ils ont été importants pendant la bonne séquence des Blue Jays, et j'en conviens, mais tu ne peux pas à long terme te fier sur ces gars-là. C'est pour ça que je te dis, il y a une régression à mon sens qui était normale. Je trouve sévère de dire on ne peut pas se fier à eux. Ils font partie de l'équipe. Je veux dire, oui. Non, mais je comprends ce que tu me dis, mais abaisse pas trop ces gars-là, parce que je l'ai dit, il y a 9 frappeurs dans le rôle offensif. Fait qu'à un moment donné, s'il n'y a personne sur les buts pour Guerrero ou peu importe, ou Springer, en fait, c'est un tout, une équipe. Je veux dire, c'est... Puis, oui, la part de ces gars-là est peut-être pas spectaculaire sur certaines statistiques, mais Ernie Clement a été un joueur hyper important pour cette équipe cette année. Là. Je veux dire, tu as raison de dire que c'est pas lui qui devrait mener le WAR, mais ça reste qu'il connaît une saison à la hauteur de ce qu'il est capable de donner. Moi, je pense qu'il faut lui donner crédit. Moi, ce que j'avais peur, c'est que des gars comme Lucas, des gars comme Barger, que tu as mentionné, justement des Ernie Clement, que ça se mette à craquer un petit peu, puis que là, tu n'en as plus de support. Alors que là, il faut se fier seulement à 3-4 frappeurs, alors qu'il y en a 9 dans le rôle offensif. Puis là, tu joues dans la même division que les Yankees et les Red Sox. Les Red Sox, c'est la même affaire. Si les Red Sox veulent gagner le titre de la division, là, je m'excuse, mais tes frappeurs 7, 8 et 9, faut qu'ils embarquent, là. Faut que tu embarques. Tu peux pas juste te fier à un gars. Donc, moi, c'est la beauté du sport, du baseball, que je trouve, Alain, qu'on relate en ce moment. Parce que Vlad Guerrero, là, il va au bâton aussi souvent qu'Ernie Clement dans un match. Il y a 4 présences. Fait que, j'ai besoin d'Ernie Clement, là. Donc, j'ai besoin de mon 7, mon 8, mon 9e frappeur. Parce que sinon, tu regardes les Yankees, ils vont se mettre à frapper les circuits comme ils ont fait dans la dernière semaine. Ils vont en passer à travers tout le monde. Là, tu vas me dire, il faut qu'ils attrapent la balle, il faut qu'ils courent un petit peu mieux les buts, là. Mais ça reste que, je veux dire, c'est un tout. Lorsqu'une équipe gagne 92, 13, 14, 15 matchs dans une année, tu as besoin d'un appui. C'est pas juste les gros gars qui vont finir par te faire gagner. Puis, je pense que là, les Blue Jays sont dans cette... En fait, les Blue Jays et les Red Sox sont dans cette situation-là, alors que tout le monde doit participer pour résister là, aux Yankees de New York. Oui, justement, les Yankees, Marc, ont fait ce qu'ils avaient à faire malgré la défaite de dimanche contre les White Sox de Chicago. C'est un très beau match de baseball, bien joué. Les White Sox, regarde, Vasil en 9e, impressionnant. C'est un vrai sauvetage, Marc. Tu as une avance d'un point, un coureur sur les buts, puis tu affrontes Judge et Bellinger, puis tu les retires tous les deux. Regarde, c'est un sauvetage qui est fort mérité dans son cas. Quant aux Red Sox, Marc, on le sait, c'est une équipe jeune. C'est normal qu'il y ait des soubresauts. Par contre, les séries commencent demain matin. Là, tu as 3 partants de très haute classe là, présentement. Crochet va très, très bien. Jolito, Marc, puis Bello, présentement, vont très bien. Puis les Yankees, Marc, on a peut-être trouvé notre 3e avec Cam Schlittler. C'est ça qui est le fun. Je trouve que dans une saison de baseball, tu arrives avec des joueurs que tu penses leur donner au moins une autre année, sinon parfois même 2 dans les rangs mineurs, mais par la force des choses, ils sont rappelés puis ils ont un impact immédiat. Effectivement, Alain, il y a plein de belles histoires derrière ça. Puis bravo aux gars qui arrivent comme ça, qui
Tu sais, Alain, c'est pas évident de préparer un gars qui est dans les ligues mineures pour le faire jouer dans les ligues majeures. Qu'on soit lanceur ou joueur de position, là, c'est un art tu sais, tu sais, franchir les étapes, là, d'arriver, puis la grosse étape, c'est de passer, évidemment, des ligues mineures aux ligues majeures. Puis là, je trouve que de plus en plus, on voit des gars s'imposer rapidement. C'est pas tout le monde, évidemment, mais Stettler, moi, m'a dire une chose, physique impressionnant, bonne balle rapide, bon contrôle de soi. Je veux dire, vraiment, on a quelqu'un de très solide. Là, maintenant, ça va donner quoi? S'il lance un match, puis il est en première place, puis tu dois le gagner, ou en série, là, on va vraiment voir ce que le jeune a fait, mais impressionnant quand même de voir ces gars-là s'installer. Déjà arrivé dans le baseball majeur pour les Yankees, pour les Red Sox. Tu sais, il y a quand même ça vient avec une certaine pression, on va se le dire. Oui. Mais là, de répondre à cette pression-là, comme on l'a vu au cours des dernières semaines, là, c'est impressionnant. Là. Marc, il y a plusieurs jeunes lanceurs là, qui ont fait leur marque déjà. Je parle même au cours des dernières semaines. Là, je trouve que c'est pas de bon augure pour les frappeurs. Tu sais, je fais le tour. Là, les Pirates en ont rappelé quelques-uns. Les Mets 2, les deux ont impressionné. Tu regardes à Boston aussi, Tolley, là, qui avait l'air d'un vétéran là, au monticule, c'est pas compliqué, là, physiquement mature, repêché l'année passée avec une bonne rapide et un répertoire diversifié. On aura peut-être l'occasion d'élaborer un peu plus là-dessus, mais pour les frappeurs, là, ça bonne chance à long terme. Là. Ben, écoute, ça a toujours été ça, Alain. Moi, j'ai toujours pensé que les lanceurs ont un avantage parce que c'est eux qui décident. Mais les frappeurs sont rendus bons en mots. Je veux dire, c'est des gars qui s'ajustent, qui s'adaptent. Le frappeur moderne, Alain, il est pas mal meilleur qu'il était aussi. Alors, c'est sûr, c'est pas évident, là, mais le problème, Alain, c'est d'en avoir une quantité suffisante de très bons lanceurs. Fait qu'on va encore se fier peut-être au ton 10, 11, 12e lanceur pour essayer de mettre des balles en jeu puis produire, mais c'est vrai que la relève en termes de jeunes lanceurs qu'on a vus là, dans les dernières semaines est quand même assez impressionnante. Là. Oui. Dernier mot, Marc, sur les Red Sox de Boston. Chapman, prolongation de contrat. C'est logique, Marc, on le sait, au mois de juillet, c'est la course au releveur, principalement. C'est encore le cas cette année. On l'a dans notre cours. Chapman, qui est revenu dans les bonnes grâces, disons, du baseball majeur, parce qu'il s'est promené un petit peu, puis s'est retrouvé à Kansas City, à Pittsburgh, pour pas dire que ce sont de gros marchés. Mais là, semble s'être refait une réputation, semble confortable là-bas. Je trouve que c'est un bon mariage pour les deux. Ben, écoute, Alain, faut-tu seul le rappeler que, bon, premièrement, ça fait longtemps qu'il lance. Ça fait longtemps qu'il lance 100 000 à l'heure, soit dit en passant. Là, c'est pas un gars qui a ralenti en termes de puissance. Mais Alain, je trouve qu'il y a de l'espoir pour certains lanceurs que je peux appeler peut-être des garocheurs, là, juste pour donner une image. Mais Alain, il lance bien plus de prises qu'avant. Ou en fait, il lance moins de balles qu'avant. Alors, il se met pas dans le trouble. Lance des prises. Évidemment, quand tu lances 101, 102, puis là, tu sais, je veux dire, c'est un gars qui a ajouté au fil de sa carrière un certain nombre de lancers différents. Regarde, les Red Sox sont vus juste. Et pour l'instant, ben, c'est l'homme de la situation. Puis là, d'ailleurs, on parle beaucoup de relève avec ce qui se passe avec les Yankees, ce qui se passe avec les Blue Jays de Toronto, alors que là, ben, les Red Sox, eux, on sait qui va lancer en fin de match. Et très solide. Écoute, je regarde, tu sais, moyenne de coureurs par manche à 0,66. Je m'excuse, mais Alain, j'ai pas les statistiques en carrière devant moi. Là, je pourrais aller les voir, mais c'est probablement sa meilleure saison en termes de moyenne de coureurs par manche. Là. Oui, exactement. En fait, si on parle du WAR, Marc, Baseball Reference, c'est sa meilleure saison depuis 2012. Son ratio de buts sur balle, c'est son meilleur ratio depuis le début de sa carrière, et c'est la même chose pour le ratio retrait sur des prises, buts sur balle. Il accorde rien. C'est pas compliqué, là. Avec une moyenne de points mérités très, très basse. L'autre décision, Marc, c'est Walker Buehler qui est parti. On reviendra tantôt sur son acquisition des Phillies, mais pour les Red Sox de Boston, avec l'arrivée de Peyton Tolley, il était tassé. On l'a vu lors du dernier tour. Marc avait une journée de congé. C'est lui qui a été tassé et non Dustin May. Regarde, ça sentait pas bon pour Walker Buehler. Puis finalement,
regarde, il n'aura même pas fait un an avec les Red Sox de Boston. Oui. Ben, il y a plusieurs choses dans ça. Premièrement, Tolley a l'air plus âgé que Walker Buehler, mais ça n'a rien à voir avec le reste. En plus. Mais bon, dans le cas de Walker Buehler, c'est Alain, moi je pense, avec la transaction de Devers, on a vu le changement drastique en termes d'esprit d'équipe, de synergie d'équipe. Moi, je pense que Buehler, Alain, il n'y avait pas un bon mariage avec cette équipe-là. Un gars qui a une petite attitude, là, c'est un gars qui emmène large et pourtant le rendement ne suivait pas. Je dis pas que c'est mauvais là, dans le cas de Buehler, c'est juste que lui, il arrivait des Dodgers, tu sais, c'était une manière de faire. C'est pas le plus sympathique à ce niveau-là. Puis je pense qu'à l'intérieur du vestiaire, ça passait un peu moins bien. Puis là, t'as Jean Tourné qui arrive, puis qui, tu sais, bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un vent de jeunesse, il y a un esprit là, à Boston. Tu ne veux pas toucher à ça. Tu sais. Puis Roman Anthony, on le sait que c'est le prochain, puis on sait que c'est le prochain joueur sur qui on va regarder. Donc, on reste là-dedans. Donc, pas de mauvaise décision à ce niveau-là. On parlera tout à l'heure de Buehler avec les Phillies, où là, probablement que son caractère va être un petit peu plus... en tout cas, avec le paquet de vétérans qu'on a à Philadelphie, là, ça va peut-être passer un petit peu mieux. Mais ceci étant dit, moi, j'ai pas eu du tout cette décision-là des Red Sox de Boston. Oui, effectivement. C'est le temps de la question de la semaine. C'est présenté par Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On n'est pas différent des autres. La question se pose partout, Marc. En tout cas, ceux qui suivent les Blue Jays de Toronto. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre pour terminer les matchs? Jeff Hoffman, cette semaine, en a échappé 2. Même s'il y a eu un sauvetage en cours de route, on sait que chacun des matchs maintenant est important dans cette lutte à 3. Je vous invite à aller sur notre site Internet, de comptecomplet.com ou encore directement sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet balado. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, je prends un instant pour souligner notre partenaire principal, le plan de match boutique de baseball. Il y en a maintenant 2, Boucherville et une dans la belle région du Saguenay, c'est à Jonquière. Évidemment, bon, ben là, l'automne arrive. C'est peut-être le temps de faire des achats de baseball. Il y a des produits qui sont en vente, parce que c'est la fin de saison. Et à Boucherville, ben, vous avez cages de frappeurs, cours privés. Il y a des cours aussi en groupe. Baseball Prestige, allez voir ça sur le site Internet. Et comme évidemment, il y a aussi boutique en ligne. Donc, on remercie donc les gens de Plan de Match. Et pour en savoir un peu plus sur notre balado et savoir comment nous écouter ou nous regarder, ben, visitez notre site Internet www.comptecomplet.com. Marc, il y a encore des joueurs qui changent d'équipe. Juste une précision, ce ne sont pas des transactions. Il y a 2 façons de changer d'équipe. Un, vous êtes libéré par votre équipe. Vous pouvez donc, j'imagine, avoir le droit de poursuivre votre carrière ailleurs là, si votre équipe ne vous veut plus. Ou encore, on est retiré de la liste des 40 joueurs. Petite précision, là, pour être sur la formation des 26, 28 à compter de ce 1er septembre, il faut absolument faire partie du groupe des 40 joueurs du baseball majeur. Bon. Et à partir du moment où on vous retire de ces 40-là, vous ne pouvez pas faire partie des 26. Donc, et qui fait partie des 40? Ben, Marc, généralement, ce sont des joueurs qu'on veut voir dans le 26 et aussi des prospects qui ont un minimum de 3 ans dans le baseball professionnel qu'on ne veut pas perdre. Donc, c'est ça. Ce sont les 2 types de joueurs qu'on retrouve dans la liste des 40 joueurs. Tous ces 40 joueurs-là sont susceptibles de faire partie des 26. Donc, à un moment donné, tu te dis, ben, regarde, je vais donner de la place à quelqu'un et je le retire des 40 joueurs. Et là, souvent, Marc, bon, dans certains cas, tout de suite, il est libéré. Regarde, DJ LeMahieu, c'était ça. La règle, c'est qu'on a 1 semaine pour déterminer ce qu'on va faire avec ce genre de joueur. Chez les Yankees, c'est arrivé à LeMahieu, c'est arrivé à Marcus Stroman. Stroman aussi, Marc, on n'a même pas attendu 1 semaine. 1 semaine pour déterminer si, oui, on va le libérer, ou si on lui donne l'option d'aller au niveau 3A. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et là, ben, il y a plusieurs joueurs qui ont changé d'équipe. Walker Buehler qui s'en va avec les Phillies de Philadelphie. Il y a des Blue Jays qui vont ajouter Isaac Canner-Falefa. Moi, je trouve que c'est une belle acquisition.
de ce côté. On se donne un petit peu de profondeur. Les Phillies ont ajouté aussi Tim Mesa, un ancien des Blue Jays de Toronto. Carlos Santana, semble-t-il, s'en va avec les Cubs de Chicago. Il y a Aaron Civale aussi qui va se retrouver avec les Cubs. Bref, Marc, on est en train de se préparer pour le dernier droit là, dans le baseball majeur. Je veux que tu parles de Buehler avec les Phillies. On sait qu'on a perdu Zach Wheeler. On pensait être capable, avec les éléments en place, parce que là, tu regardes, puis tu avais 5 partants là, en théorie. Tu avais Walker, Nola venait de revenir, puis tu avais ce que j'appelle le Big Three de gaucher avec Suarez, Sanchez et Luzardo. Donc, est-ce qu'on voulait y aller avec ça? Puis les Phillies ont dit non, on ne prendrait pas de chance, on va ajouter Buehler, puis c'est pas pour être en relève. Ouais, écoute, Alain, on l'a vu au cours des dernières années, tu as besoin de profondeur au monticule. Puis là, on aime l'expérience de Buehler. Rappelez-vous, c'est quand même lui qui a lancé la dernière manche pour les Dodgers lorsqu'ils ont remporté la Série mondiale dans le match numéro 5 contre les Yankees à New York. Et comme je parlais tantôt, son caractère, lui, il n'arrivera pas et il ne fera pas sa loi. Là. Avec les Schwarber, les Harper et compagnie, l'équipe de vétérans. Là. Ouais. Alors, je pense que c'est un bon mariage à ce niveau-là. Mais maintenant, Buehler a été très ordinaire avec les Red Sox. Il va falloir un changement drastique. Moi, je pense que c'est simplement une police d'assurance, Alain. C'est une police d'assurance d'un gars qui a de l'expérience, qui est capable de prendre aussi la foule à Philadelphie, faut-il le dire. Alors, tout ça mis ensemble, tu te dis, bon, on a une petite police d'assurance qui est là, qui est pas inintéressante. Et peut-être qu'un changement d'air dans un marché un peu plus comme Philadelphie, en fait, je dis un marché plus dans un vestiaire comme Philadelphie, c'est peut-être un mariage qui est plus sain là, pour Walker Buehler. L'an passé, Marc, après la Série mondiale, j'ai été témoin, tu as parlé de ton bon ami Dino Ebel, qui nous parlait de Walker Buehler, jusqu'à quel point ce gars-là, rendu au mois d'octobre, n'est pas le même. Est-ce que tu as confiance que Buehler est capable de retourner ça de côté en arrivant au mois d'octobre? Ouais, écoute, c'est pas impossible. Il y a des gars qui carburent à ça. Et comme j'ai dit, Alain, l'environnement dans lequel tu joues est très, très, très important. Tu sais, est-ce que tu te sens confortable? J'ai l'impression que Buehler ne s'est jamais senti chez lui avec les Red Sox, pour toutes sortes de raisons. Là. Alors que peut-être là, avec les Phillies qui sont en tête, ça va bien. Comme j'ai mentionné, équipe de vétérans, un David Dombrowski qui a probablement qui a probablement communiqué avec lui. Bon, fait que, tu sais, ça se peut que lui carbure à ça, absolument. Mais maintenant qu'il devienne le lanceur dominant qu'il était, je ne pense pas. Mais peut-être que ça va être un rôle aussi de longue relève. Je ne sais pas. Mais chose certaine, ça peut être meilleur. Mais là, de dire que ça va être un lanceur dominant, là, je pense qu'il ne faut pas charrier. Là. Il y a quelque chose qui peut faire en sorte qu'il soit un peu meilleur, mais je peux pas croire qu'il va dominer là, d'après ce qu'on a vu, évidemment, avec les Red Sox cette année. Là. Oui, Connor Falefa avec Toronto, Marc, on a déjà Ernie Clement comme joueur substitut, si on veut. Je pense qu'à l'attaque, il est capable d'en donner plus qu'Ernie Clement, honnêtement, personnellement. Il est bon en défense. Donc, une option de plus, dans le fond, dans le jeu de cartes de John Schneider. Oui, écoute, oui, absolument. Moi, je pense que c'est un gars qui est très polyvalent, peut même voler un but s'il en a besoin. Tu sais, c'est un gars qui est solide, vétéran aussi. Moi, je suis un petit peu triste pour Loper Fido. Moi, je pense que j'aime beaucoup ce frappeur-là. C'est un gars, je trouve, qui a amené. Écoute, son dernier rappel, il a frappé. Il a frappé. Là. Il était très, très, très bon. Frappeur gaucher, là, Varsho qui est blessé. Là, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans son cas, mais là, évidemment, avec l'arrivée de Connor Falefa, il y a un joueur de plus. Là, tu l'as mentionné, le 1er septembre, on est à 28 maintenant dans la formation. Il y a un joueur de position de plus, il y a un lanceur de plus. Puis là, ce poste-là va être pris. Fait que c'est ça. Tu te retrouves avec des Schneider, tu te retrouves avec des Clemens, des Connor Falefa. C'est quand même des styles similaires, des frappeurs droitiers. J'aurais aimé ça avoir un Loper Fido dans ça, qui aurait, selon moi, été un peu un mélange. Tu sais, Niall Strock est aussi un frappeur droitier. Fait un frappeur gaucher comme Loper Fido. Moi, en tout cas, je suis un gars à qui je crois beaucoup, là, puis je trouve que je sais qu'il ne méritait pas d'être retourné dans les ligues mineures. Là. Parfois, c'est une histoire de nombre, hein, de nombre de joueurs. Mais écoute, on verra ce que ça va donner. Mais il faut continuer à frapper chez les Blue Jays.
On verra là, quelle sera l'utilisation de Connor Phillippa, mais certes, un gars d'expérience qui peut amener un élément positif à l'équipe. Oui. Marc, on va parler des luttes dans les deux sections ouest, américaine et nationale. On va commencer par les Dodgers, les Padres là, qui luttent pour la suprématie de cette section. Les Dodgers qui ont la vie moins facile qu'ils le pensaient. Les Padres sont à 2 matchs en ce lundi matin des Dodgers de Los Angeles. Écoute, la relève des Dodgers, là, présentement, tu parlais tantôt des Red Sox qui ont leur gars. Mais les Dodgers, présentement, on ne sait pas trop qui va finir les matchs. Alors que tes Padres, au contraire, je trouve que c'est un avantage net. Ça commence demain matin des séries. Avantage partant, oui, pour les Dodgers. Mais tu as intérêt à prendre les devants dans les 6 premières manches. Ben, écoute, moi, ce que j'aime, c'est que, effectivement, les Dodgers ne sont pas aussi la puissance qu'on avait anticipée avec tous ces changements durant l'hiver. On s'attendait à 110. Même des gens qui avaient avancé 115 victoires, là, on ne sera pas là. On ne sera pas là du tout. Ouais. Moi, je pense que les Dodgers sont vulnérables à bien des égards. Pas parce qu'ils sont mauvais, évidemment. Là, on a Ohtani frappe encore très bien, mais c'est sûr que Freeman avance en âge, puis Betts, ça a été en séquence cette année. Ouais. Heureusement que Will Smith a été solide. Teoscar continue à produire des points. Une très, très, très bonne formation, ceci étant dit. Mais ils sont quand même plus vulnérables que peut-être qu'anticipé, alors qu'on aime. Tu dis avantage au partant si tout le monde est en santé, du côté des Dodgers. Alors que tu regardes du côté des Padres, on est quand même pas pire aussi là, au niveau des partants. Alors, moi, je te dirais, Alain, il faudrait que ces deux équipes-là jouent une série 4-7. Pas un 3-5, un 4-7. Ouais. Et là, on verrait toute la profondeur de chacune des organisations. Mais c'est parfait pour le baseball, Alain. C'est la lutte qu'on voulait. On voulait pas que les Dodgers s'éloignent, puis on est 10 matchs d'avance là, à ce statut de la saison. Là, on a un beau mois de septembre qui nous attend dans cette division-là. J'ai hâte de voir ça, Alain. J'ai hâte de voir. Les deux équipes dominent à domicile. Donc, c'est 45 victoires pour les Dodgers, 43 pour les Padres. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Puis là, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si un gars comme Tatis, Machado, là, on a parlé tantôt des Blue Jays, puis les meilleurs doivent être les meilleurs. Est-ce que tu prends Tatis, Machado ou tu prends Freeman et Betts là, dans le dernier droit pour exceller? C'est vraiment le fun ce qui s'en vient là, pour cette division-là. Oui, l'Ouest de l'Américaine marque les Astros de Houston. Le retour d'Alvarez n'a pas produit les effets attendus. Pas encore. D'admettre, pas encore. C'est les Seattle, l'arrivée de Suarez est mitigée. Naylor fait son travail. Dans le cas de Suarez, ça tarde un peu. Les partants marquent, écoute, tantôt très bon, tantôt... On n'a pas la constance voulue de ce qui est la force à Seattle. Moi, je trouve que c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas encore rejoint les Astros de Houston. Bien, ironiquement, Alain, tu regardes, les Mariners ont marqué pas mal plus de points que les Astros cette année. Mais on en a accordé plus aussi. Fait que là, on parle tout le temps des lanceurs des Mariners, mais on est un petit peu plus vulnérable alors qu'on finit par marquer des points. Mais moi, écoute, je pense que les Mariners en septembre vont être très, très bons. Okay, on a un élan en attaque. Riley n'est plus tout seul, tu l'as dit, là, avec l'arrivée de Suarez, et, entre autres choses, et Naylor. J'ai l'impression que là, on va prendre un peu le taureau par les cornes au niveau des lanceurs. On a beaucoup de talent, on le sait, on en mentionne souvent depuis des années. Et si Alvarez ne produit pas en attaque, Alain, du côté des Astros, ou pas suffisamment, ça va coûter cher. C'est déjà, selon moi, une excellente saison des Astros. Moi, c'est au-delà de mes attentes, la saison des Astros de Houston. Et là, ben, on est encore dans la course au 1er septembre. Non seulement on est dans la course, on est en tête au 1er septembre. Mais j'ai l'impression que les Mariners, bon, tu vas me dire, là, sont 5-5 dans les 10 derniers matchs, mais j'ai l'impression qu'avec un calendrier peut-être favorable, on pourrait voir les Mariners là, dépasser les Astros d'ici la fin du calendrier. Oui, c'est pas farfelu de penser effectivement que ça pourrait changer de ce côté-là. On a pris quelques décisions, Marc, en fin de semaine. McCullers a lancé en relève. Christian Javier semble bien revenir. Hunter Brown, il faut qu'il soit mieux appuyé. C'est pas compliqué. On a nos deux
tu sais, je pense l'important quand tu arrives en série, surtout les deux premières, là, d'avoir 3 bons gros partants. Puis là, on semble du côté des Astros des avoir, là, avec Hunter Brown, avec Valdez, puis là, ben Javier qui semble être revenu comme il était avant son opération. J'ai l'impression que c'est de bon augure là, pour les Astros de Houston de ce côté. En tout cas, moi, je la trouve très intéressante, cette lutte-là. Peut-être davantage même que l'Ouest de la Ligue nationale, même si, comme tu le mentionnais, les Dodgers, un peu vulnérables. Mais tu vois, je parlais que les gros joueurs devaient transporter des équipes, peu importe les équipes. Les Dodgers, c'est exactement ça qui arrive. C'est tes gros joueurs. Puis parmi les noms, je veux juste en acheter un du côté des Dodgers. Marc, j'aime beaucoup Andy Pagues, là, qui a une très, très bonne saison, qui est venu stabiliser un poste au champ centre. Là. Ça fait un petit moment là, qu'on n'a pas eu. On a essayé Outman, on a essayé d'autres. Puis là, je pense que Pagues est venu stabiliser cette position-là pour plusieurs années. Et on l'a vu frapper au 4e rang du rôle offensif à un certain moment donné. Donc, effectivement, c'est une bonne chose pour les Dodgers. Oui. La carte de baseball de la semaine, une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite à 100%. On arrête aujourd'hui sur un joueur qui a marqué l'histoire des Expos de Montréal, Steve Rogers. C'est une carte incluse dans le programme de la partie des étoiles en 1982, une année très spéciale pour Steve Rogers. Je vous souligne pour les gens qui nous écoutent, version audio, la carte, vous pourrez la voir dès ce mardi à midi sur notre page Facebook. C'est une carte de petit format qu'on devait découper à la main. Donc, il fallait être un petit peu prudent pour garder évidemment l'authenticité de cette carte. C'était pas mon fort, ça, Marc, je dois l'admettre. Le recto qui affichait l'initiale du prénom, le nom de famille, la position, c'est en 2 langues. On a produit 180 cartes différentes pour ce programme. Année spéciale pour Steve Rogers, Marc. Il aurait dû gagner le trophée Cy Young cette année-là. Il est allé à Steve Carlton. Carlton qui avait remporté plus de victoires. Rappelle-toi, il y a 40 ans, Marc, le nombre de victoires était un des principaux critères pour évaluer un lanceur. Donc, Rogers n'avait pas atteint les 20 victoires, mais il avait mené la Ligue nationale pour la moyenne de points mérités et pour le WAR. Aujourd'hui, là, c'est lui qui remporterait le Cy Young dans la Ligue nationale. C'était une année absolument splendide. En fait, qui avait suivi, tu te rappelles, sa superbe séquence de deuxième moitié de saison en 1981. Steve Rogers, au cours de sa carrière, tiens-toi bien, un grand total de 129. 129, c'est quoi, Marc? C'est le nombre de matchs complets. Au cours de sa carrière. Il n'y a pas un lanceur qui va être proche de ça aujourd'hui. En fait, je pense que si tu mettais tous les lanceurs actifs aujourd'hui ensemble, je suis pas sûr qu'on aurait 129 matchs complets. Tu comprends? Les temps ont beaucoup changé, vous comprendrez. Et Marc, je veux juste faire un petit comparatif. Tu sais, je parlais du nombre de victoires qui est un critère. Dans les années 80, qui a remporté le plus de matchs? Ben, c'est Jack Morris. Et il y en a qui ont établi que c'était assez important pour l'entrée dans le temple de la renommée. Jack Morris qui a eu le bénéfice de jouer pour de très très bonnes équipes avec les Tigers de Détroit. Il faut le mentionner, bien appuyé donc offensivement. Je regardais l'ensemble du WAR de Jack Morris pour l'ensemble de sa carrière, c'était 43-6. Steve Rogers, Marc, 45-1. Plusieurs qui prétendent que Jack Morris, c'est le Harold Baines des lanceurs, au temple de la renommée. Ben, moi je n'irais pas là. J'irais juste dire que Steve Rogers aurait dû être considéré pas mal plus. Ça, c'est la première des choses. Là. Et juste pour dire, moi j'y étais au match d'étoiles de 82, Alain. Ouais. Très, très beau souvenir, là, d'ailleurs, de ce match. Mais surtout d'avoir connu Steve Rogers après sa carrière, lorsque j'étais avec les Expos. Quel chic monsieur, là. Tu sais, quel être humain tout à fait sensationnel. Ouais. Un gars qui, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration. On l'a revu à ExpoFest là, tout récemment. C'est un gars qui est toujours... qui aime revenir à Montréal. Et il fait partie, Alain, des grands joueurs de cette organisation-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment, écoute, très... Moi, là, ces duels avec Steve Carlton, là, c'était du bonbon. C'était du bonbon. Absolument. Dossier égal de chaque côté quand ils se sont affrontés, Marc, et en série, ben Rogers 2 fois a eu le meilleur sur Steve Carlton, qui, disons-le, à son époque, était un des meilleurs lanceurs de tout le baseball majeur. Voilà donc Steve Rogers qui est notre carte de la semaine.
C'est le temps d'encourager les jeunes à la lecture avec les histoires de Baseball Bob de l'auteur Bob McDuff. On vous invite à aller au www.baseballbob.ca. Excellente occasion de s'initier à la lecture et au baseball avec comme thème central des livres de Bob McDuff, www.baseballbob.ca. Notre profil aujourd'hui marque Corbin Carroll. Et je regardais ses statistiques, Marc. 3e année consécutive avec plus de 10 triples. Marc, il n'y a pas grand-chose sur un terrain de balle que Corbin Carroll n'est pas capable de faire. Hein. Tu sais, parmi les gars qui sont intenses sur les sentiers, dans l'américaine, j'irai avec Jarren Duran. Puis dans la nationale, quand il quitte le rectangle, ben c'est Corbin Carroll. Ouais, lorsque tu parles d'un gars qui joue le baseball comme il doit se jouer, là, c'est ça. C'est comme ça. Puis Alain combine, tu l'as dit, bon, tu as parlé des triples, mais combine quand même puissance, vitesse, excellence en défense, bon, tout ça. Là, je ne sais pas si tu me vois venir, là. 5 et 10, 165 livres. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des équipes qui ne le regarderaient même pas aujourd'hui. Fait que moi, encore une fois, là, je fais toujours mon petit bout de chemin là-dessus, mais on fait fausse route lorsqu'on décide de lever le nez à des gars qui ne sont pas 6 pieds ou 6 pieds 2. C'est un talent incroyable, un ajustement. Il a changé le positionnement de ses mains. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, c'était un petit peu plus difficile. Ouais. L'angle du bâton a changé. Alors qu'il y avait un angle beaucoup plus, là, le bâton était pointé de cette façon-là, alors que maintenant, c'était plus de cette façon-là. Ça a changé énormément dans son élan. Ça a changé bien des choses dans ses résultats. C'est pour ça que c'est décevant de voir les Diamondbacks pas être dans la course, parce qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Mais Carroll, Alain, c'est un vrai de vrai. Et comme je l'ai dit, c'est comme ça que ça se joue. Tu cours sur les buts, tu es actif. C'est très rare que tu vas prendre Carroll pas savoir le nombre de retraits ou prendre une mauvaise décision sur un terrain. Joueur que j'admire beaucoup. Il a une chance, Marc, de faire partie des 20-20-20 cette année. 20 doubles, 20 circuits, 20 triples. Le dernier à l'avoir fait, en fait, les deux derniers, c'est la même année, en 2007. Curtis Granderson et Jimmy Rollins. Il n'y en a pas une tonne qui l'ont fait dans l'histoire du baseball. Ton idole l'a fait, George Brett. Willie Mays l'a fait également. En fait, c'est survenu seulement à 7 reprises qu'on a été capable de faire du 20-20-20 dans l'histoire du baseball majeur. Donc, chapeau. Et même cette année, il va probablement atteindre les 30 coups de circuit. Il lui manque 4 triples pour atteindre les 20. Puis, compte tenu de la situation des Diamondbacks, je pense qu'il va l'essayer. Il va l'essayer, absolument. Bien d'accord avec toi. Marc, il y a une blessure que tu as relevée en fin de semaine. Tu n'as pas aimé, c'est celle de Taylor Ward ce dimanche qui a, disons-le, son visage a encaissé tout le coup. Une collision avec la clôture du champ gauche au stade des Astros de Houston. Un stade extrêmement capricieux pour quiconque ne joue pas là très souvent. Alors, Marc, les Angels font 2 voyages par année là-bas, 3 il y a quelques années. C'est pas facile de jouer là-bas. Compte tenu de la configuration là-bas, tu sais, au Fenway Park, au moins, c'est continu. Il n'y a pas de raccoin, alors qu'à Houston, faut que tu te lèves la tête pour savoir où tu es au champ gauche. Écoute, le Fenway Park a été construit dans les années où, bon, ça excuse pas, là, mais qui a pensé, qui est l'ingénieur ou l'architecte ou la personne décisionnelle chez les Astros à un moment donné qui ont dit « Hey, oui, on le fait ». Il y avait une pente aux chansantes, imaginez, lorsqu'on a ouvert ce stade-là. Et là, tu as une espèce de raccoin qui fait pas de sens, Alain. Si tu es dans le fond de ce fameux raccoin-là, tu es vraiment collé là, sur les clôtures, tu ne vois même pas le marbre. Tu ne vois même pas le marbre. Le joueur, tu le sais, Alain, on a fait des matchs là-bas, tu peux perdre le joueur carrément dans le coin. Alors, je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Et là, ben, le tableau indicateur, on l'a voulu faire un peu comme le monstre vert, mais le monstre vert, il y a bien des défauts, là, mais ça reste que c'est en bois. Puis bon, alors là, que c'est pratiquement de l'acier, le tableau indicateur. C'est du métal. Alors, Ward s'est coupé, là, je veux dire, il s'est retourné. Lui, là, il s'est retourné de n'importe quelle manière. Enfin, lorsque le balle est frappé de la sorte, tu sais, il y a une manière de se retourner. Il a bien fait, mais là, je suis haut par rapport au coin. Puis là, ben, il est rentré dans le mur carrément. Là, et immédiatement, il a fait signe de s'en venir. Donc, coupé quand même de façon importante au-dessus de l'œil, là,
au front. Heureusement que tout semble être correct, mais genre d'incident, là, ça m'agace un peu. Là. Ça m'a toujours agacé. C'est pas la première fois que je le dis. La première fois que je me suis retrouvé dans ce stade-là, à l'époque, c'était avec les Expos. Et c'est sûr que c'est la pente avec le poteau pour les drapeaux qui étaient en jeu. Tu cours des distances là, pour essayer d'attraper une balle, puis là, il faut que tu montes une pente, puis là, il faut que tu négocies avec un poteau. Et ça n'avait pas d'allure. Puis comment le baseball majeur avait accepté ça? Je ne sais pas comment. On a-tu perdu un pari quelque part à un moment donné, mais vraiment, je trouve ça malheureux. Heureusement que ça n'arrive pas trop souvent, là, mais c'était voué à arriver à un moment donné. Puis je suis content de savoir que Taylor Ward va quand même bien. Et Taylor Ward, rappelle-toi, a été atteint en plein visage, lui, déjà. Alors lui, là, autant en attaque qu'en défense, là, il y a eu des blessures là, qui ne sont pas agréables du tout pour un joueur de baseball. Marc, je parlais du 20-20-20 tantôt de Corbin Carroll. C'est arrivé 7 fois. Là, le nombre de matchs de 4 coups de circuit. Là, il y en a eu un au cours de la dernière semaine. Ça aurait pu être 5. Schwarber a eu sa chance contre un joueur de position en plus, ce qui aurait été une première, tu comprendras. Là, ça fait 3 cette année. 3 matchs de 4 coups de circuit. Tu voulais souligner la rareté, mais ça commence à être moins rare que celle l'était. Ben, écoute, Alain, on a eu cette année, on a eu le 19e, le 20e, puis le 21e joueur à avoir réussi l'exploit. Ça fait pas beaucoup dans la riche histoire du baseball. C'est sûr que 3 dans une même saison, là, tu te dis un instant. Il y a des tendances. Ben là, il y a eu 24 matchs parfaits dans l'histoire. Fait qu'il y a quand même plus, c'est quand même plus rare. Là, tu vas me dire, là, les nouvelles tendances font qu'un match parfait, là, attache ta tuque, ça va être pas mal difficile compte tenu du fait que les gars lancent moins longtemps, les gars lancent moins de tirs, les gars lancent moins de ça. Mais, et c'est vrai que les balles voyagent plus, les gars sont plus forts, bon. Mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est au stade puis qui a vu Schwarber frapper ses 4 coups de circuit, tu sais, c'est un exploit quand même que très peu ont vu là, dans leur vie, là, compte tenu du fait qu'il y en a juste eu 21 qui l'ont fait. C'est juste que là, on expose ça cette année qu'il y en a eu 3. Là. Suarez l'a réussi avec les Diamondbacks et Nick Kurtz avec les A's. Alors, mais en tout cas, je trouve que quand même, là, c'est un exploit à souligner, puis tu as raison de mentionner. Puis d'ailleurs, c'est drôle, hein, ce que tu mentionnes, que le fait qu'il avait une chance d'en frapper un 5e. Et Schwarber, dans une entrevue après le match, il a dit « J'aimerais ça revoir ma 5e présence, en fait, la dernière présence au bâton, parce que j'ai essayé de frapper un coup de circuit. » Et lorsque tu dis que tu vas essayer de frapper un coup de circuit, c'est sûr que tu n'en frapperas pas. Il faut que tu dises, je vais frapper une balle d'aplomb, je vais essayer de frapper une balle d'aplomb. Mais si tu dis que tu vas frapper un circuit, tu sors de ta mécanique, tu sors complètement de ce que tu fais. D'ailleurs, ben, il n'a pas attendu, son poids était transféré parce qu'il voyait la balle grosse de même parce que le lanceur de position lui mettait ça à peu près en plein centre. Puis il l'a raté, il était désynchronisé là-dessus. Alors, la leçon à tirer, c'est que même des gars comme Schwarber, qui frappent au-dessus de 40 coups de circuit de façon régulière, il s'en va pas là en se disant « je vais frapper une bombe de 500 pieds ». On va frapper une balle d'aplomb, puis si ça amène qu'elle traverse la clôture, ben tant mieux. Mais alors, il y a une petite leçon à tirer là, pour tous ceux qui pensent que les gars sont là et qui veulent défoncer des clôtures. Oui, on l'apprécie lorsque les gars frappent des balles d'aplomb, mais c'est pas... Tu t'en vas pas dans le rectangle des frappeurs en pensant que tu vas frapper une longue balle, parce que là, tu vas serrer le bâton. Comme j'ai mentionné, tu sors de ta mécanique un peu, tu sors de ta zone de confort, puis là, ben c'est sûr que les résultats ne viendront pas avec ça. Donc, mais quand même intéressant de savoir que 24 matchs parfaits et 21 joueurs seulement qui ont réussi 4 coups de circuit dans un match. Oui. Marc, dossier, Emmanuel Clancé, Luis Ortiz avec les Guardians de Cleveland ne joueront plus cette année. Leur absence a été prolongée. Donc, ça a coûté cher, ça, aux Guardians. On a perdu au mois d'août quelques matchs en fin de rencontre parce qu'on n'avait pas notre releveur numéro 1. Et leur avenir, Marc, écoute, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet parce que, tu sais, rappelle-toi Pete Rose, évidemment, qui a été mêlé dans des histoires de paris illégaux. Et là, tu sais, Ortiz et Clancé ne sont pas reconnus coupables encore de quoi que ce soit. Ils sont toujours sous enquête. Mais ça ne sent pas très, très bon ce qui s'en vient pour ces deux joueurs-là. Non, puis moi, je pense que, sans connaître tout le dossier, là, dans le sens que là, on n'a pas toutes les informations qu'on aimerait avoir, là, mais
j'ai l'impression que le baseball veut faire un exemple de ça, là. Parce que, bon, Alain, ce sont des commanditaires partout, là, les casinos, les paris sportifs, là, c'est partout, là. C'est partout. Donc, c'était pas du tout la même chose à l'époque de Pete Rose, là, ceci étant dit, mais ça reste que là, on expose parce que là, tu peux parier sur un lancer. Tu sais, tu peux parier là, il va lancer une prime sur le premier lancé. Alors que je trouve que là, bon, en tout cas, ça c'est un autre dossier, là, mais le baseball majeur, si jamais là, il y a des preuves là, où on est en mesure de faire en sorte qu'il y a eu effectivement des problèmes avec Classé et Ortiz, le baseball va vouloir donner un exemple. Rappelle-toi les premières fois qu'on avait des problèmes de stéroïdes. On tapait ses doigts avec des suspensions de 5 ou 10 matchs, là, puis on disait, ben voyons, là, tu sais. Alors là, à un moment donné, on a tranché, c'est une demi-saison, puis une deuxième, bon, il faut que ça soit sévère, Alain, parce que je trouve que on est très vulnérable. Quand je dis on, là, je parle des joueurs de baseball, là, sont vulnérables à ça. Beaucoup d'argent d'impliquer, alors que le joueur, ben, tu sais, il est dans une position, le lanceur surtout, là, il est dans une position, c'est lui qui a la balle. Il décide de ce qu'il fait. Là. Le frappeur, là, tu lui dis, écoute, il faut que tu te fasses retirer sur des prises parce que, bon, c'est une chose, mais le lanceur décide de tout. Alors, c'est pour ça que souvent les lanceurs sont ciblés. Écoute, c'est malheureux, mais en même temps, c'est pas surprenant compte tenu du fait que, comme j'ai dit, là, c'est une industrie qui est partout dans le sport aujourd'hui. Alors, en faisant, tu sais, si jamais on a des preuves accablantes, ben, on va probablement en faire un cas là, pour décourager les joueurs, évidemment, d'embarquer dans ce genre de choses-là. Absolument. Donc, écoute, pour les Guardians, on va se croiser les doigts. J'ai l'impression qu'il va falloir envisager l'entre-saison comme si ces deux joueurs-là ne faisaient plus partie de l'organisation, à quelque part, là. Question de se prémunir contre le pire. C'est pas compliqué, là, c'est un peu la façon de faire. Marc, je veux souligner une initiative à Pittsburgh qui aura lieu ce mardi 2 septembre. C'est une initiative du Centre d'histoire Heinz à Pittsburgh, en collaboration avec les Pirates de Pittsburgh, c'est qu'on va dévoiler, à l'endroit de l'ancien Three Rivers Stadium, Marc, que tu as connu, qui n'est pas très loin, semble-t-il, moi je ne l'ai pas connu, donc pas très loin de l'actuel stade des Pirates de Pittsburgh, c'est qu'on va commémorer l'anniversaire, le 2 septembre, d'un moment historique. C'est en 1971. 9 joueurs de descendance afro-américaine ont pris le terrain en même temps chez les Pirates de Pittsburgh. Moi, c'est l'époque où j'ai commencé à suivre le baseball, puis je vois ces noms-là, puis ça me fait sourire. Puis je vais les nommer, Marc, juste pour me faire plaisir. Là. Doc Ellis, Manny Sanguillen, qui n'a jamais vu une balle près de la zone des prises, qui n'a jamais aimé. On avait Willie Stargell au premier, Rennie Stannett au deuxième, Jackie Hernandez à l'arrêt-court, Dave Cash au troisième, puis les trois voltigeurs, Al Oliver, Gene Clines, Roberto Clemente. Donc, ces 9 joueurs-là sont arrivés en même temps. C'est Dave Cash, à un moment donné, qui a regardé autour, puis je ne sais pas à qui il s'est adressé comme tel, mais il dit, tu remarques-tu? C'était Danny Murtaugh, qui était le gérant de l'équipe, puis je ne sais même pas si s'en est aperçu, lui. Qui avait 9 joueurs afro-américains sur le terrain. Juste à souligner, Marc, les Pirates ont gagné la Série mondiale cette année-là. Juste à dire. Donc, ça va être célébré, ça, en collaboration avec les Pirates de Pittsburgh au cours de la journée du 2 septembre, la journée où ces 9 joueurs ont pris le terrain. Je tiens à souligner, Marc, parce qu'on est dans une ère, disons-le, où il y a encore des choses à faire, il y a encore de la sensibilisation à faire, dans un contexte aussi où certains tentent de refaire l'histoire, pas toujours de la bonne façon. Moi, je salue, en tout cas, ce geste et des Pirates de Pittsburgh et du Centre d'histoire Heinz pour reconnaître un moment extrêmement important. Je pense pas seulement dans le monde du baseball, Marc, mais sur le plan social aussi. Là. Ben oui, il faut souligner ce genre de choses, Alain, où on semble, je sais pas, on est dans une ère où on semble oublier notre histoire, là, mais c'est important de le souligner absolument, Alain. Puis, écoute, t'es jamais allé au Three Rivers Stadium, hein? Non, mais semble-t-il que je suis... Écoute, j'ai été au stade olympique, j'ai pas vu les autres stades circulaires non plus. Bon, alors tu manques rien, je vais juste te dire ça de même. La seule chose, c'est que, tu sais, j'ai déjà été annonceur maison, moi, au Three Rivers Stadium. C'est pas en espagnol, évidemment. En français ou en... oui, c'est qu'à un moment donné, les expos sont à Pittsburgh, et puis... moi, à l'époque, je travaillais pour les expos, mais aussi Télévision 4 saisons. Je faisais le baseball à la télévision à TQS. Et on faisait le match du lendemain.
Donc, c'était un match le lundi soir, puis on faisait le match du mardi, donc on était sur place. Puis à un moment donné, ben, eux autres faisaient une promotion, là, que chaque équipe qui arrivait, bon, évidemment, on faisait une petite mention de la ville ou l'endroit où l'équipe visiteuse. Et là, ben, eux autres, ils ont eu l'idée de dire, ben là, écoute, tout passe en français à Montréal. Est-ce que ça te tenterait de faire l'annonceur maison de façon bilingue? Alors, j'ai accepté. Alors, le gars fait la première manche, l'annonceur maison, lui a fait la première manche. Puis là, il explique que là, c'est moi qui fais ça. Fait que je présentais les joueurs et des Pirates et des Expos en français et en anglais. J'ai fait ça pendant 3 ou 4 manches, là. Donc, c'est une petite expérience du fameux Three Rivers Stadium. Est-ce que tu l'as fait au Stade olympique aussi? Oui, je l'ai fait au stade. J'ai fait l'annonceur maison, surtout au camp d'entraînement. On sait que les camps d'entraînement, les expos, c'était et à West Palm Beach et à Jupiter. Alors, c'était donc aux analystes. C'est un peu notre rôle à jouer, là. Claude Raymond l'a déjà fait, mais pas trop. C'est surtout moi. Roger l'a fait aussi également, mais on faisait ça donc, évidemment, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui descendaient en Floride durant les camps d'entraînement. Donc, c'était nous qui faisions l'annonceur maison pour les matchs locaux, évidemment, des expos, pour avoir le côté francophone, évidemment, de tout ça. Alors, beaucoup de plaisir à le faire. Oui, j'ai déjà remplacé Marc Léveillé. Marc qui, des fois, à un moment donné, là, un petit problème de santé là, durant un match. Alors, il a fallu que je prenne la relève. C'était un match contre les Cubs de Chicago. Bon, c'est ça. Alors, mais c'est des petites expériences de fun, petits souvenirs du Three Rivers, mais tout ça pour dire que ce soit l'Astrodome, le Veterans Stadium, le Three Rivers Stadium, Alain, ça a été des bonnes années, là, ça a été une bonne idée, tout ça, c'est stade circulaire, mais ils ont tous été démolis. Sauf le stade olympique. Sauf le Stade olympique. Donc, on vous invite au match de la semaine. Une présentation de Lester's, qui est le maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Un match, un événement sportif, un barbecue. Lester's est avec vous, disponible chez votre épicier préféré. Lundi et mercredi, les matchs vont commencer à 18h30, dans les deux cas à RDS 2. Donc, on verra lundi les Padres de San Diego contre les Orioles de Baltimore. Et mercredi, les Red Sox de Boston à domicile contre les Guardians de Cleveland. Il y a des équipes là-dedans qui ont besoin de gagner. Cleveland qui n'est pas tout à fait sorti, mais on a besoin de séquences de victoires. Donc, les deux, je vous le rappelle, 18h30 à RDS 2. Quant à ce dimanche, il y a un gros point d'interrogation. Malheureusement, il n'y a pas de match probablement disputé le dimanche soir. Ce sera donc à suivre. Je vous invite à consulter le guide horaire sur le site de rds.ca pour plus de détails. Voilà ce qui complète ce balado. Encore 4 semaines avant la fin de la saison régulière. On vous invite évidemment à nous suivre sur notre page Facebook ou encore notre site comptecomplet.com. Merci Marc, merci à Martin Villeneuve, notre grand Manitou technique. On se donne rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien d'ici là. Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.